Ouais, bah c'est là que la discorde se fait. Toi, même si t'es revenu un peu dessus, t'as plutôt aimé. Moi, c'est peut-être ma plus grosse déception de l'année. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année sortie. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, ça va être peut-être l'épisode de la discorde entre nous. Voilà. Peut-être. Parce que je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas été vraiment en désaccord sur quelque chose. Donc bon, je spoil peut-être un petit peu nos avis, mais voilà. Mission Impossible, gros morceau, peut-être le dernier, peut-être pas le dernier, voilà. On ne sait pas. Et qu'est-ce que ça représente pour toi la saga Mission Impossible, Ista? Pour moi, pas grand chose. c'est pas une saga que j'ai adoré ou quoi. Je sais que le 1 à l'époque je l'ai eu j'étais chez mes parents, hein, c'est vieux, hein, ça date quand j'étais gamin. Le 1 j'avais pas aimé de fou, j'en ai pas souvenir de fou. Par contre j'ai vu le 2 au cinéma et le 2 je crois que j'avais bien aimé. Oh. Parce qu'il y avait du rock, et parce qu'il y avait des motos, et qu'il avait les cheveux longs et qu'il sautait partout. Mais pourtant je l'ai pas revu, hein, mais je pense à un énorme nanar. Après le 3, j'avais pas aimé. Et je trouve qu'en fait, là où je me suis vraiment intéressé à la saga, c'est avec le 4, celui de Ghost Protocol de Brad Bird. J'avais aimé le côté team et tout qu'il avait amené dans ce film-là, Brad Bird, et là ça m'avait vraiment plu, et ça m'avait vraiment, j'avais vraiment accroché. Et puis après il y a Christopher McQuarrie qui l'a repris, Rogue Nation et Fallout, c'était cool. Peut-être Reckoning, j'avais pas détesté, et puis voilà. Mais c'est pas une saga que j'adore. En fait, quand ça sort, je suis en mode je vais aller le voir, voilà, c'est sympa. Mais c'est pas quelque chose dont je suis ultra fan non plus. Ouais, la franchise de Tom Cruise, celle-là on peut le dire que c'est clairement sa franchise. C'est la franchise qui lui a permis d'avoir un gros boulard, je pense, au cinéma. Et ça l'a propulsé là où il est aujourd'hui, hein, en vrai. Hein, c'est-à-dire la dernière star d'action de ce genre aux États-Unis, ça l'a solidifié comme ça, hein, quand même Mission Impossible. Hein, ça a été sa saga pendant un moment, quoi. Après, moi je regretterais quand même que il est un peu enfermé dans les rôles à la Ethan Hunt, en fait, depuis 20 ans. Oui. Parce que Tom Cruise a eu une carrière avant de faire que des films d'action. Voilà, il a eu une carrière avec des gros réals, en plus, à l'époque, hein. C'est un putain d'acteur, en vrai, hein, Tom Cruise. Mais il s'est enfermé un peu dans ses rôles à la Ethan Hunt. Enfin, à la Ethan Hunt. En fait, il joue lui-même, quoi, en fait. Carrément, quoi, maintenant. C'est même plus Ethan Hunt, c'est même plus un rôle. C'est juste Tom Cruise, maintenant, que ce soit dans les Jack Reacher et les trucs comme ça. C'est à peu près toujours la même chose, quoi. Mais, surtout, c'est 2010, je dirais, parce qu'avant, il y a Tonnerre sur les tropiques, quand même, fin 2010. Ouais, mais après il fait ça aussi pour se racheter un peu une répute, parce qu'on sait que à la fin, au milieu des années 2000, ça a été très compliqué pour lui. Il y a eu des gros problèmes, hein, de son image. C'est ça, avec toute la promo, tout ce qu'il y a eu chez Oprah Winfrey, etc. Et toutes ces déclarations avec la scientologie, etc. Ça l'a un peu détruit son image, et il s'est rebâti son image petit à petit grâce à la saga Mission Impossible aussi, hein. Ça lui a donné une image du cascadeur hyper cool que tu vois, tout le monde a envie d'être ami avec lui, quoi. Mais ouais, moi par contre, j'aime beaucoup la saga Mission Impossible, en fait, parce que je pense que c'est ce qui fait qui se fait mieux, en fait, en termes d'action du côté d'Hollywood, hein, je parle, parce que sinon il y a des gens qui vont me dire mais tu sais pas, au côté asiatique il y a plein de trucs, je sais. Maintenant je parle vraiment du côté hollywoodien, mais depuis 20 ans, quoi, tu vois, en termes de saga, hein, je parle, parce que il y a forcément des films d'action qui sont pas mal, hein, mais en termes de saga et la longévité de cette saga, ça fait quand même 30 ans, hein, qu'elle est là, hein, cette saga. Je trouve que c'est parmi ce qui se fait de mieux, hein, quand même, hein, et moi j'aimais beaucoup aussi, comme toi, le début, enfin en tout cas les 2 tiers de la franchise, c'est-à-dire le côté on change de réal, en fait, à chaque film, parce que ça donnait une identité, à chaque film, et voilà, du coup chaque film était assez différent. Pour le meilleur, voilà, Mission Impossible 1, c'est De Palma, comme pour le pire, Mission Impossible 2 et 3, moi je les porte pas forcément dans mon cœur pour le coup, mais je trouve que c'est bien, parce que Mission Impossible, ça représentait pendant longtemps en fait le cinéma d'action hollywoodien, en fait, à chaque opus, quoi. C'est-à-dire que le premier, celui de Brian De Palma, ça représente un peu le cinéma d'action maniériste, en fait, des années 90,
tu vois, de cette phase d'Hollywood là. Le deuxième, ça représente, c'est John Woo, ça représente un peu tous les cinéastes asiatiques qui sont partis à Hollywood pour faire des films d'action. Et après, on a le troisième de J.J. Abrams, hein, quoi qu'on en pense de J.J. Abrams, il y a un peu ce principe de sérialisation qui a commencé à s'amorcer dans cette franchise-là. Et le quatrième, c'est Brad Bird. Donc, c'est un réalisateur de films d'animation qui a fait Le Géant de Fer, Les Indestructibles, qui se met au live action, hein, tout simplement. Et ça rappelle aussi Andrew Stanton, qui avait fait la même chose avec John Carter, qui avait fait un four, par contre, pour le coup. Voilà, c'est un peu cette période-là aussi. Et puis après, on a eu McQuarrie, et c'est resté McQuarrie pendant 4 opus. donc voilà. C'est ça. Après, ce qui est bien avec cette saga, et comme avec la saga Alien, en fait, au final, c'est que chacun a un peu son préféré aussi. Et c'est ça qui est cool. C'est-à-dire que tu peux demander à plusieurs personnes, c'est quoi ton Mission Impossible préférée, c'est lequel que tu aimes le moins. T'auras souvent des réponses différentes, tu vois. Ça sera jamais exactement le même ordre. Et c'est ça que j'aime bien, quoi. Et c'est dommage qu'ils aient un peu arrêté ça. Et pour moi, Fallout, c'était un peu je sais pas comment dire, mais un peu le bon best-of de la saga. Et après ça, c'est vrai que, au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est le 4e film avec Christopher McQuarrie, est-ce que ça tourne pas en rond? Et c'est vrai que qu'il peut y avoir un peu une redescente, clairement, quoi. Et ouais, moi j'adore les cascades et les séquences de dingue d'action que Tom Cruise fait en fait dans chaque film. J'avoue que je suis assez fan, quoi, parce que je suis pas fan de l'être humain, mais c'est vrai que ce qu'il fait, c'est assez impressionnant quand même. Et c'est vraiment une saga un peu spéciale, puisque depuis un moment quand même, les films sont construits autour des scènes d'action et des cascades, quoi. Je crois depuis le 3 ou le 4, en tout cas, c'est assez avoué. Pas depuis le 4, hein, on passe avec la tour. Il me semble, mais en fait je sais plus à partir de quand ça s'est... Mais le 2, il y avait quand même le truc de la montagne au début, où il y avait... Oui, mais je me semble pas que les 2 premiers étaient construits autour des scènes d'action. C'est-à-dire que là, maintenant, depuis au moins le 4, ils se disent, ok, lui il veut escalader le Burj Khalifa, on va créer tout un film autour pour arriver à ces séquences-là, tu vois. Et moi, ça me dérange pas du tout, en fait, cette manière-là. Bon, ça fait que les scénarios sont pas très poussés, hein. Je veux dire, à chaque fois, les scénarios se ressemblent énormément, hein. Voilà. Ils font pas vraiment d'efforts. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action, en vrai, dans les films. Voilà. Comment la scène d'action va être montée, en vrai, on dit même des scènes d'action. Mais c'est plus des séquences d'action, en fait, dans Mission Impossible. Bon, le premier, c'était moins ça, mais c'était pas encore installé, ce truc de faire du marketing autour de la grosse scène d'action de Tom Cruise. Mais ici, c'est des séquences, quoi. Le Burj Khalifa, c'est bien 20 minutes, tu vois. C'est une bonne vingtaine de minutes de séquences, quoi. Et ils sont extrêmement bien construits, je trouve, parce que moi, Protocol Phantom, pardon, c'est mon préféré. Je pense que, comme toi, tu vois. Et c'est peut-être le premier, non, c'est peut-être le 3, le premier que j'ai vu, mais les premiers que j'ai vu en salle, c'est vraiment Protocol Phantom, il m'a mis une baffe, tu vois, et après j'ai rattrapé la saga, etc., quoi. Mais j'ai l'impression qu'avec Protocol Phantom, ça va relancer un renouveau de la saga, parce qu'il faut savoir qu'après Mission Impossible 3, ça a floppé. L'image de Tom Cruise, elle était pas au beau fixe à ce moment-là, hein, au milieu des années 2000. Et donc, du coup, il y a vraiment Protocol Phantom qui est revenu un peu de nulle part avec Brad Bird, qui a suggéré et impulsé un nouveau souffle à cette franchise, en fait, avec un vrai film d'équipe. Et je sais que les gens, ils vont dire, oui, mais dans Mission Impossible 3, il y avait déjà une équipe. Alors, je suis d'accord, il y avait une équipe, mais la cohésion d'équipe et l'esprit d'équipe était pas là du tout, quoi. En fait, le 3, il y a une équipe, mais personne se souvient, en fait, Simon Pegg, quoi, c'est tout. Mais même Simon Pegg, il est même pas avec Tom Cruise, il est dans sa cabine. Mais il y avait une équipe. Mais c'est juste que je ressentais pas du tout l'esprit d'équipe. Non, mais vraiment, il y a une équipe et tout avec Jonathan Rhys-Meyers, etc. Mais la preuve du fait que c'est mal géré, c'est que tu t'en souviens même pas. Parce que, mais parce qu'en fait, on s'en fout, en fait, de l'équipe. Je trouve qu'il y a pas du tout d'esprit d'équipe. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment à partir du 4 que c'est vraiment lancé, quoi, ça, quoi. Oui. Même si, la saga est quand même centrée autour de Tom Cruise, hein. Faut pas déconner, quoi. Oui, il y a vraiment ce côté-là, quoi. Et après, bon, voilà, on retrouve le même type de schéma narratif à partir du 4, la hiérarchie de Tom Cruise qui se retourne contre lui. Tu vois, à chaque début de film, il est en mode, il part en mode rogue, quoi. Mais je trouve que c'est vraiment le mieux rythmé, quoi, Protocol Phantom. Parce qu'il y a un principe simple que Brad Bird fait, et je trouve que Brad Bird, en termes de narration et de rythme, c'est parfait. Je fais à chaque fois ces films, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un plan qu'on va t'expliquer très sommairement comment il va être fait. Le plan s'exécute et se déroule à peu près bien. Il y a quelques accros, mais ça passe bien jusqu'au moment où il y a un truc qui déraille, et il fait que, en fait, ils vont partir en impro total, et au moment où ils vont s'en sortir, ça va être de manière un peu improvisée, et de manière à ce qu'on s'y attende pas, quoi. Et vraiment, la séquence du Burj Khalifa, c'est vraiment ça, quoi. Je trouve que c'est vraiment la meilleure séquence d'action de tous les films, parce que c'est une incroyable séquence de tension et de fun, en fait. Toute la construction de la séquence, je la trouve parfaite. Et elle combine
tout, en fait, Mission Impossible, tout ce qui se fait de mieux. Donc on a la cascade de fou, hein, voilà, la montée du Burj Khalifa, des bastons, tu vois, avec Paula Patton qui se frite avec Léa Seydoux, avec en plus cette fenêtre ouverte. Je me souviens, la fenêtre ouverte, moi ça me fait flipper parce que t'as cette notion de verticalité, de vertige, en fait, directement. En plus t'as Tom Cruise qui se balade sur le toit, enfin t'as vraiment cette sensation de vertige. Moi je me souviens, le gant qui fonctionne plus, le gant qui déconne. Oui, mais c'est toujours ça, au milieu de la séquence, tout se passe plutôt bien, et puis hop, il y a un truc qui se passe pas bien, et là tout va changer, quoi, tout va être chamboulé. Et il y a aussi la notion d'espionnage aussi qu'il n'y a pas dans tous les films, et là où vraiment les personnages doivent jouer un double jeu, se faire passer pour d'autres personnes, etc. Donc vraiment, moi, cette séquence-là, je la trouve vraiment parfaite, et j'ai l'impression que les 4, 5, 6 se suivent plutôt bien, je les aime plutôt bien, et c'est vrai qu'à partir du 7e Dead Reckoning, je pense que tu vas être d'accord, ça redescend un peu. Moi, je le trouve plutôt bien, hein, oui. Mais je trouve que ça redescend un peu, on est d'accord. Oui, ça, on est d'accord. On est d'accord. Quand j'y repense, en fait, je me dis, ouais, je me souviens pas de grand chose du film au final. Bah, en fait, moi, je me souviens des scènes d'action. On va pas se mentir, voilà. Oui, mais voilà, c'est tout, quoi. En fait, le 7e, je pense qu'il essaye un peu de repomper un peu ce qui a déjà été fait. Et en fait, je crois que c'est là le problème, on l'a déjà dit, mais c'est le 3e film de Christopher McQuarrie. Et au bout d'un moment, il a du mal à se renouveler complètement, quoi, en fait. Encore une fois, on se retrouve avec cette histoire de hiérarchie qui se retourne contre Ethan Hunt. Il y avait un gros problème aussi des cascades, parce que ils avaient vendu toute la cascade en moto. Ils avaient fait tellement la promo de cette cascade-là, ils avaient montré des trailers, des making-of de ce truc-là avant même que ce soit sorti de 30 minutes. On avait vu la cascade déjà sous tous ses angles, donc quand elle est arrivée, ça nous a pas impressionné. On était en mode, ouais. Bah ouais, j'ai vu ça dans tous les making-of que vous avez balancé, en fait. En plus, c'est vraiment la cascade de fin du film, le truc qui arrive à toute fin, en mode, ouais, c'est impressionnant et tout, mais... C'était un petit peu un pétard mouillé, quoi. Et, et je trouve qu'il y avait des trucs qui étaient un peu mal gérés, genre, par exemple, tuer le personnage de Rebecca Ferguson, je trouve que c'était une mauvaise idée. Et pour moi, ça a des répercussions sur le film qu'on va traiter aujourd'hui, vraiment. Et il y avait des flashbacks alambiqués sur le méchant, etc. Enfin, il y avait des trucs qui étaient un peu mal construits. Maintenant, je trouvais que le film était vraiment bien rythmé, quoi. Je le trouvais hyper fun, tu vois, le précédent. Il y avait des scènes qui m'ont vraiment marqué, mais pas forcément pour des cascades, mais juste pour des séquences. Je pense à la course-poursuite en voiture, quoi. Moi, je la trouvais vraiment même cartoonesque avec Ellie Atwell et Tom Cruise dans les rues de Rome, qui dure extrêmement longtemps et qui est hyper prenante, quoi. Et c'est marrant parce que je crois que le film sort un mois après Fast and Furious 10, qui est une scène dans Rome. Et tu vois la différence, quoi. Franchement, tu vois la différence de mise en scène pour moi qui est assez flagrante. Même si elle est fun, hein, celle de Fast and Furious, hein, je la trouve assez fun, hein. Mais je trouve que voilà, c'est hyper gogol. Il y a des effets spéciaux qui sont pas tellement terminés. Et puis c'est pas filmé de manière qui m'imbrique. Même si c'est assez sympa, hein. Je trouve que la séquence de Mission Impossible lui met des tartes à ce niveau-là, quoi. Et je me souviens aussi d'une scène d'aéroport au début qui est pas vraiment une scène d'action, mais en tout cas où l'entité joue beaucoup avec Ethan sur les changements de visage dans la caméra de surveillance. Et qui l'indique il y a des scènes de baston aussi plutôt pas mal, et il y avait encore cette vraie notion d'équipe, quoi. Il y avait Grace, par exemple, le personnage d'Ellie Atwell, qui venait se greffer à cette équipe, et moi j'aime beaucoup le personnage de Grace, en fait, dans le dernier. Je le trouve hyper fun. Je trouve qu'il y a une relation avec Ethan Hunt un peu chat-chien. C'est un peu facile de dire ça, mais elle qui est pas du tout impliquée et qui va être impliquée dans cette histoire de malgré les événements, etc. Et je trouve que ça s'imbriquait bien dans la notion d'équipe. Mais voilà, je trouve que oui, c'était peut-être le plus faible des 3 derniers, quoi, des 3-4 derniers qu'on ait eu, on va pas se mentir, quoi. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la production de Mission Impossible Final Reckoning? Alors, Final Reckoning ou Mission Impossible bilan final au Québec est un film d'action américain réalisé par Christopher McQuarrie, comme on a dit tout à l'heure. Mais Christopher McQuarrie, hein, c'est devenu le monsieur Tom Cruise guy, quoi, en fait, depuis qu'il a réalisé en fait Jack Reacher en 2012, je crois. En fait, il fait que des films avec lui, et encore récemment, ils ont annoncé qu'ils ont 3-4 films ensemble de prévus. Enfin, vraiment, c'est les best bros, quoi. Et il faut savoir que ce mec, à la base, c'était le pote de Bryan Singer. En fait, il faisait quasiment tous les films de Bryan Singer avec lui. Donc, les premiers X-Men, oui, Usual Suspects, etc. Donc, il scénarisait et produisait tous ces films-là. Et puis, il a un peu shifté, vers Tom Cruise dans les années 2010. Il a eu le bon filon, parce que, vu comment a fini Bryan Singer, il a changé de cap très rapidement, il a bien fait. mais voilà, quoi. Alors, il était prévu à l'origine pour être tourné en simultané avec le précédent volet, mais le film connaît des retards, notamment en raison de la grève de la SAG-AFTRA en 2023, donc la grève des acteurs. Parce que, en plus, j'allais dire, on se rappelle aussi qu'il devait s'appeler à la base partie 2, Dead Reckoning partie 2, parce que le premier s'appelle Dead Reckoning partie 1, mais après ils ont enlevé le partie 1, et il s'est plus appelé que Dead Reckoning, et donc là, celui-là, il s'appelle Final Reckoning. C'est ça, bilan final. Ouais, mais il y a eu des gros problèmes de tournage sur les 2 derniers. Déjà, le précédent, il coûtait extrêmement cher parce qu'il y a eu des retards, le Covid, etc. Et celui-là, c'est la même chose, quoi. Il y a eu la grève de la SAG-AFTRA et tout qui a pris du retard. Et Tom Cruise
c'est tout à son honneur pour le coup, il a insisté pour que tout le monde soit payé quand même malgré la grève, etc. quoi. Donc voilà, ça fait monter le budget. Il y a eu aussi un sous-marin, je crois qu'il y a eu des gros problèmes qui s'est fait exploser ou je sais pas quoi, et du coup ils ont dû reconstruire un sous-marin pour reprendre du retard. Enfin, il y a eu des gros problèmes de production, et ce qui a fait que le prix du film a doublé quoi, au moins quoi, Ista. Et ouais, le budget il serait de 400 millions, donc c'est énorme. Hein. Vraiment les Marvel c'est 200 millions. On serait sur le double. Bah c'est l'un des films les plus chers de l'histoire, hein, tout simplement. 400 millions, c'est extrêmement cher. Et c'est le plus cher de la saga, etc. Et là, pour qu'il soit rentable, faut genre qu'il fasse le milliard, quoi. Enfin, c'est complètement fou, quoi, cette histoire de se dire ça. Alors qu'aucun film Mission Impossible n'a atteint le milliard, on le rappelle. Hein. C'est quasiment, enfin, il y en a beaucoup de succès, mais c'est des succès à 800 millions. Je crois que Fallout c'était vers 800 millions. Et c'était gros succès, mais là 400 millions, c'est complètement délirant pour un film comme ça. C'est intenable, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'ils le vendent un peu comme le dernier de la saga, parce qu'ils savent que là c'est peut-être un échec en termes de budget et tout ça, mais bon, on y reviendra tout de suite. On a beaucoup parlé. Est-ce que on s'attaquerait pas au film, Ista? Ouais, vas-y. Bah c'est parti. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Dans ce 8e et dernier volet, Ethan Hunt affronte sa mission la plus dangereuse, stopper une intelligence artificielle devenue incontrôlable, capable de manipuler toutes les technologies mondiales, accompagné de son équipe fidèle, Benji, Luther, Grace. Il parcourt le globe pour contrer cette menace tout en faisant face à ses propres sacrifices. Tom Cruise, Ellie Atwell, Vince Rhames, je sais jamais dire son nom et je saurais jamais le dire, Simon Pegg, Henry Cersney, Angela Bassett, Esai Morales, Pom Klementieff et plein d'autres acteurs. Ista, je vais te poser la traditionnelle question, qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement du film Mission Impossible, bilan final? Bilan final. Bah écoute, quand je l'ai vu, j'ai plutôt apprécié. J'ai quand même eu des problèmes dans le premier acte, dans le sens où j'ai trouvé déjà le tout début, le montage parallèle avec tous les Missions Impossibles d'un coup. J'étais en mode oula, où on va? Et j'ai trouvé que c'était très bordélique le début du film, où j'ai l'impression qu'il se téléportait dans des endroits et tout. Au début, ça m'a fait un peu bizarre. Je trouvais ça un peu what the fuck. Je trouvais que ça allait dans tous les sens, ça allait très vite et je comprenais pas trop où c'est que ça voulait nous emmener. Bah après plus tard, ça se calme un peu quand même. Bon, j'ai apprécié le visionnage. Il y a une séquence que je trouve incroyable dans le film, voilà, la séquence du sous-marin. On parlera sûrement, voilà, qui fait que je suis sorti du film assez satisfait. Mais j'avoue que plus j'y repense, plus je me dis ouais, il y a des problèmes, il y a des gros problèmes, et notamment la team. Voilà, moi j'avais dit que j'avais bien aimé dans Ghost Protocol quand il ramenait le côté un peu team, un peu équipe et tout. Là, c'est vachement mis de côté et j'ai l'impression des fois qu'il veut revenir un peu au 1, qu'il isole un peu le personnage de Ethan Hunt pour revenir un peu au premier film, un peu. Il y a beaucoup de rappels d'ailleurs au premier film Mission Impossible. J'ai l'impression que ça veut vraiment être le Tom Cruise show encore plus que d'habitude. Et ouais, c'est peut-être un problème quoi. Donc moi j'ai quand même apprécié ma séance. Voilà, je suis pas sorti en mode j'ai détesté. J'ai passé un bon moment, mais ouais, je pense quand même que sur ceux de Macquarie, c'est son plus faible, clairement. Ouais, bah c'est là que la discorde se fait. Toi, même si t'es revenu un peu dessus, t'as plutôt aimé. Moi, c'est peut-être ma plus grosse déception de l'année pour le moment. Bon après. Parce que j'en entends rien aussi. Hein, je te disais. Oui, mais après moi, c'est peut-être aussi que la saga, c'est quand même assez important pour moi, tu vois. Mais bon après, je dis c'est ma plus grosse déception de l'année. Superman, Avatar 3 et tout. Superman, ça va pas une déception. On commence pas. Ah non, mais moi je les attends quand même pas mal, hein. Mais même si après Superman c'est différent parce que c'est un nouvel univers, c'est un nouveau film et tout. Oui. Là, Mission Impossible, c'est censé être la fin d'une saga que moi j'aime beaucoup, quoi. En fait, je trouve que c'est une saga qui se tient vraiment bien. Et moi j'ai l'impression qu'ils sont partis du 7, du dernier. Ils ont voulu corriger le tir, ils ont voulu remanier tout ça, mais pour moi ils ont ressorti en fait tous les défauts du précédent en les accentuant en fait totalement, quoi. Et je trouve que le film est complètement bordélique et laborieux pendant extrêmement longtemps, quoi. Il y a une bonne moitié du film en fait c'est juste extrêmement verbeux et statique, et j'y reviendrai tout de suite après. Et je ressens plus le côté équipe. Je trouve qu'on tombe dans le fan service un peu débile, quoi. Alors que Mission Impossible, ça a jamais été vraiment ça, quoi. Et, avec tous ces montages et ces rappels aux épisodes précédents, quoi. Reste, oui, deux séquences d'action dans le film qui sont vraiment bien faites. Mais ça me sauve pas le film. Enfin, plus j'y repense, plus je me dis, c'est quand même dommage de finir une saga comme ça. Enfin, peut-être finir une saga parce que après.
On verra. Ouais, moi Voilà, on sait jamais. Mais ouais, moi c'était vraiment une grosse déception ce film-là, quoi. Et je m'avance un peu, mais il y a moyen qu'il finisse dans les flops de l'année. Pas que ce soit le pire film de l'année, hein. Soyons clairs, hein. J'ai vu. Oui, une des plus grosses déceptions. Ouais, voilà, c'est peut-être le film qui m'a vraiment le plus refroidi de l'année, quoi. Pour le coup, quoi. Parce que déjà on va parler de cette première heure et demie, parce que moi c'est vraiment là où j'ai des gros problèmes, et là je vais peut-être en balancer pas mal, je vais peut-être pas être tendre du tout avec le film, mais vraiment c'est un début laborieux, mais comme j'ai jamais vu ça dans un Mission Impossible, quoi. Et comme j'ai dit, c'est, je pense, en réponse à la réception du précédent film. C'est-à-dire que le méchant, il est pas fou et tout ça, vis-à-vis de l'IA, ils ont dû bidouiller un petit peu le scénario, mais je pense qu'ils ont voulu pallier les défauts du précédent, qui s'éparpillaient beaucoup, hein, je le reconnais, hein, le précédent, il y avait des gros problèmes, mais là, je trouve que ça marche pas du tout. En fait, mais le ouais. début était plus sympa de l'autre, quand même. Ah oui, mais parce qu'en fait, il était beaucoup mieux géré. Là, ils ont voulu complexifier tout le truc. Je trouve que, alors que ils auraient dû simplifier au max le récit, quoi. Faire que ça s'enchaîne beaucoup plus simplement. Là, on est un film de 2h50 et je vous jure que ça les justifie pas, les 2h50. Là, ils vont dans l'over the top complet au niveau des enjeux, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent rendre les enjeux beaucoup plus graves, ils veulent accentuer avec des discussions, etc. Mais en fait, pour moi, ça les rend encore plus brouillons et confus, quoi. Je trouve que c'est vraiment le bordel. Alors que c'est un comble quand même, parce que c'est censé être la deuxième partie d'un film, mais il y a plus d'exposition que dans celui d'avant. C'est quand même fou. Ah oui, c'est vrai. Et même, je crois que c'est le film qui a le plus d'exposition de toute la saga, quoi. C'est-à-dire qu'on est en phase d'exposition pendant 1h20, quoi. Bien 1h20, quoi. Et je trouve que pendant plus d'1 heure, c'est extrêmement statique. C'est-à-dire que ça bouge très peu, je trouve. En tout cas, le sentiment de mouvement est très peu là, quoi. Et moi, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de voir dans un Mission Impossible. Des gens qui discutent de je sais pas quoi pendant plus d'1 heure, c'est pas possible pour moi. Alors que moi, ce que je préfère, c'est l'action. Et Mission Impossible Fallout, le 6e, c'est un film qui est écrit un peu avec le cul, hein, je le dis, hein. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, c'est des films qui sont d'abord pensés les scènes d'action, et puis après ils essayent de raccrocher les wagons entre les scènes d'action, et c'est vrai que c'est un peu débile, etc. C'est un peu mal rythmé sur certains trucs, mais le plus important dans le film, c'est l'action. C'est comment l'action elle est gérée, comment elle est construite dans le scénario, tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'est le premier Mission Impossible où l'action, il passe au second plan. C'est la première fois que je vois ça dans un Mission Impossible. Et c'est malheureux ce que je vais dire, mais c'est peut-être le premier Mission Impossible où je m'ennuie à un moment, quoi. Même dans le John Woo, qui est peut-être le pire film de la saga, Mission Impossible 2. Ouais, mais tu t'ennuies pas, le John Woo. Ah, mais c'est ça. Tout le temps. Hein. C'est ça que je dis. Ah, oui. C'est le seul Mission Impossible, Final Reckoning, où je m'ennuie. C'est-à-dire même le John Woo, qui est pas bien du tout, je m'ennuie pas tellement c'est un peu gogol, et parce que ils sont assez généreux en action, quoi, en tension, quoi. Parce que le premier Mission Impossible n'est pas du tout un film qui a autant d'action que les autres. Tu vois, mais il y a des scènes de tension tout le temps, quoi. Tout le temps, de double jeu, de qui m'a trahi, etc., quoi. Mais ça ressemble au premier. Ouais, le premier, il y a pas beaucoup d'action, je crois. En fait, il y a pas beaucoup de cascades d'action, quoi. Mais il y a beaucoup de scènes de tension. C'est-à-dire que, tu vois, le premier, c'est bon voilà, les gens l'ont vu, mais c'est l'équipe d'Ethan Hunt qui se fait tuer, il y a des traîtres, il faut essayer de savoir qui c'est. Donc, en fait, Ethan Hunt, il se retrouve un peu seul dans le mode, il sait plus trop qui croire, etc. Donc c'est un peu, il y a tout le temps de la tension, quoi. Et mais dans celui-là, j'ai l'impression que ils ont oublié que Mission Impossible n'a jamais brillé par son scénario alambiqué, en fait. Ou quoi pas. Moi, c'est vraiment par sa simplicité, en fait, qui permet d'avoir des scènes d'action très très bonnes, quoi, des enjeux simples, clairs, qui te permettent de comprendre un truc. Et j'ai l'impression que le film se concentre plus sur le scénar, et malheureusement, c'est le film qui a le scénar le plus flingué, quoi. Je sais pas si t'es d'accord. Je sais pas si je suis d'accord. Je pense qu'en fait, ils ont quand même un scénar qui essaye d'aller. En fait, ils veulent aller au sous-marin, quoi, tu vois. Et donc, mais le personnage doit passer par-ci, par-là, par-ci, etc. Et en fait, oui, ça va pas vite. Donc, ça met du temps. Bah, de toute façon, déjà l'autre d'avant était déjà trop long, je trouve. Je sais qu'au bout à la fin, moi, j'étais en mode, ouais, bon, ça commence à faire beaucoup. Faut arrêter de faire du 2h30, 2h50 sur Mission Impossible. Je trouve que 2h10, voilà, ça suffirait, quoi. C'est le plus long de la saga, hein, Final Reckoning, hein. 2h50. Ouais, parce qu'ils veulent faire les deux derniers, ils veulent faire en mode c'est le final et tout, alors que c'est même pas sûr, mais ils sont sur ce délire là, alors que c'est même pas construit en vrai comme un final à la base. Ah non, pas du tout. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fout la merde, quoi. C'est en mode on doit construire un final sur quelque chose qui n'a pas été construit comme ça à la base. Donc on te fait un Avengers Endgame du Mission Impossible et t'as pas la base, quoi. Donc ouais, donc ça te fait l'exposition à rallonge, quoi. Mais c'est ça, mais c'est en fait celui d'avant, effectivement, il était très long, il faisait 10 minutes de moins, je crois qu'il fait 2h40, mais ça allait beaucoup plus vite, t'avais des scènes d'action et de tension qui arrivaient beaucoup plus vite, quoi. C'était beaucoup plus, t'avais pas 1h20 d'exposition. Plus fluide, peut-être, oui, et ici, en fait, le problème, c'est qu'il multiplie tout. Les enjeux, les personnages. Et en fait, ils rendent tout ça hyper confus, quoi. Je sais pas, il y a combien de MacGuffin, par exemple, dans le film.
C'est un truc de fou. Parce que, on va pas se mentir, les missions impossibles, il y a toujours eu des MacGuffin un peu bêtes. Genre, un MacGuffin, faut aller chercher ça, le méchant il a ça, faut aller le chercher. Ici, on a 3 ou 4. Attends, il y a la clé qui était le MacGuffin de l'épisode précédent, tu vois. Oui. Il y a, alors, je sais pas ce que c'est, mais une espèce de clé USB 5D dans lequel ils doivent enfermer l'entité. Ah oui. Qu'ils doivent aller chercher. Il y a un appareil que je crois qui a été fait par Luther, où Ethan, il doit l'activer pour que Ellie Atwell ait pu se connecter à la fin dans la scène finale. Enfin, je me dis, mais combien vous avez mis de MacGuffin dans le film Et il faut le truc qui est dans le truc quand tu ouvres la clé. C'est ça que le méchant a autour du cou, qu'il faut aller chercher. Et tu te dis, mais oui, aussi, oui. Pourquoi vous avez pris autant de trucs comme ça, de MacGuffin et tout? Parce que un MacGuffin, c'est censé être un élément scénaristique tout con qui permet de simplifier beaucoup plus l'histoire, quoi. Et là, vous en avez mis tellement que ça rend le truc beaucoup trop confus, en fait. Pour donner un exemple pour ceux qui nous écoutent, les Gardiens de la Galaxie, l'orbe. Voilà, dans le premier. Voilà, c'est un MacGuffin, quoi. Et c'est que ça, il y en a un, et puis voilà, c'est tout, quoi. Mais c'est ça, c'est un objet, Ouais. tu dois le récupérer, et hop, ça y va, quoi. Et de toute façon, Mission Impossible, on pardonnait ça, parce qu'on s'en fout, en fait, de l'histoire. C'est en mode, ok, ils doivent aller récupérer ça pour empêcher la fin du monde. Ok, bah, let's go, quoi, on y va. Et là, en fait, il y en a 3, 4, et c'est mal géré comme pas possible. Et moi, au début, pendant la moitié du film, je me tape dialogue où franchement, je bite pas grand chose, hein, vraiment. C'est-à-dire que les dialogues, Ouais. ils s'étendent pour dans des bureaux et dans des sous-sols et des espèces de meetings de personnages et tout, où les mecs répètent les enjeux. Et moi, il y a une scène que moi j'ai pas aimé. Enfin, en fait, en y réfléchissant, j'ai pas aimé, c'est la scène de la mort de Luther. Désolé, on spoil, hein. Voilà, les gens sont habitués, mais voilà. La mort de Luther dans les 30 premières minutes. Moi, je sais pas, mais j'ai rien ressenti. Ah, mais moi aussi. Mais alors que J'ai rien ressenti du tout, je t'avoue. Alors que Luther, c'est quand même un des persos qui est là depuis Mission Impossible 1, quand même. C'est quand même le mec qui est le plus... Et je me dis, mais pourquoi ça marche pas? Et j'ai réfléchi. En fait, c'est comment la scène, elle est faite, en fait. C'est-à-dire que Ethan Hunt arrive devant la bombe, Luther, il est devant une bombe, il doit la désarmer, et on comprend très vite les enjeux, en fait. Sauf que le problème, et ça c'est le problème de tout le film, c'est que ça prend je sais pas combien de minutes pour que le mec parle et réexplique et explique et réexplique les enjeux, en fait, tout le temps, constamment, alors que c'est un truc on peut comprendre en 30 secondes, tu vois. Ah, mais Luther, c'est pas ça qu'il fait, il parle tout le temps comme ça, non? Hein? Luther, il est pas comme ça, j'ai l'impression que chaque fois il vient, il parle, il fait des discours de 10 minutes, Oui. pour rien dire au final. Oui, mais là, dans tout le film, oui, mais dans la séquence, ça mérite pas ça. Ça mérite, pour que l'émotion te prenne, tu te dis, ok, j'ai compris l'enjeu, j'ai compris que la bombe va exploser, que potentiellement il y en a un qui va mourir, mais t'as pas besoin de me les tirer sur 5 minutes, tu vois. 5 minutes d'échange, j'ai compris, tu vois. Et c'est un peu, cette scène, elle est à l'image de tout le film, quoi. C'est-à-dire que, les mecs répètent des choses constamment qu'on sait déjà et dont on s'en fout. Et, après, ça aussi, c'est un des problèmes que j'ai dans les 4 derniers films, c'est que je pense que Christopher McQuarrie, il est pas capable il fait jamais dans l'émotion, en fait. Il y a jamais il y a vraiment des sensations de fou, hein. Mais même Rebecca Ferguson, moi j'ai pas... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, j'ai pas pleuré, quoi. Ah, mais exactement, la scène, elle est tellement plate aussi dans Rebecca Ferguson, et c'est la même chose pour la mort de Vince Rems, là, de Luther, c'est-à-dire que on ne ressent rien, quoi. C'est vrai, alors que c'est des personnages qu'on aime bien, tu vois, quand même, tu vois. Ouais. Et je sais que c'est pas les persos qui me rendent le plus émotionnel et tout ça, mais tu dis quand même la mort de ces personnages-là, c'est censé te prendre un peu par les tripes, tu dis, ah putain, c'est un personnage qui est là depuis longtemps et tout, mais c'est le calme plat, quoi. C'est le calme plat, quoi. Et tout le film est à ce niveau-là dans les dialogues, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayent, putain, ça aussi, la menace IA, ils essayent de nous faire croire que c'est la plus grosse menace de tous les temps, mais ils en parlent tellement, ils répètent tellement de fois que j'arrive même plus à croire à cette menace. Je suis en mode, mais, show don't tell, quoi. Vous êtes tellement en train de nous parler que c'est la pire menace du monde, mais montrez-nous, quoi, au lieu de nous dire, quoi. Bah, il te montre des missiles nucléaires, quoi. À un moment, il a une vision, là. Mais attends, les missiles nucléaires qu'on voit dans chaque opus, t'as l'impression, tu me dis, mais en quoi c'est la plus grosse menace du monde, quoi? Non, ça m'a fait penser au plot de G.I. Joe. Oh là. Enfin, oui, mais c'est ça. G.I. Joe, je crois, je sais plus si c'est l'un ou le 2. Mais à la fin, c'est ça, c'est tous les missiles nucléaires qui partent et tout. Il y avait ça dans X-Men Apocalypse aussi. Dans Protocole Fantôme, il y avait déjà ça. C'était déjà qui devaient empêcher des missiles nucléaires d'aller bombarder l'Amérique, etc. Enfin, mais même de toute façon, tu te dis, t'as un méchant l'IA, le méchant d'IA, tu vois, pour la faire exister. Et je trouve qu'ils en font plus grand chose. Je sais qu'il y a des gens qui étaient pas forcément intéressés dans le précédent par le méchant IA, mais je trouve que c'était plutôt intéressant. Moi, sur le papier. Ouais. En tout cas, ils essayaient vraiment de la faire exister, en fait, cette IA. C'est-à-dire que il y avait cette scène d'aéroport, comme je l'ai dit, où en fait l'IA changeait les visages sur les écrans, en fait, de surveillance, en fait, et en même temps, elle parlait dans l'oreillette d'Ethan Hunt. Je me souviens d'une scène où Ethan Hunt, il parle avec Simon Pegg, et en fait, l'IA prend la voix de Simon Pegg pour lui donner des indications, et du coup, elle le piège comme ça, en fait, Ethan Hunt. Et je me dis, putain, c'est bien, parce que ça fait exister un peu cette IA qui n'existe pas, qui a pas de forme physique. Tu vois, t'as un peu cette impression d'omniscience. Ici,
t'as l'impression qu'ils se sont dit, ah putain, c'était une mauvaise idée dans l'épisode précédent, on va virer ça, c'est ça, hein. et au bout de 20 minutes, l'IA est parlé à Ethan Hunt, et ça devient un timer, en fait, l'IA. C'est tout. En fait, ça devient un timer, on me dit, oh, dans 3 jours, ça va exploser, quoi. Ouais, parce qu'au début, en plus, on te parle même du fait qu'il y a une espèce de culte et tout autour de l'IA. Ah oui, mais c'est pas du tout exploité. Non. C'est pas du tout exploité. Et le montage du film, à ce niveau-là, il y a un gros problème aussi, c'est-à-dire que il y a un timer de 3 jours, mais jamais de la vie je le sens passer, ce timer. C'est-à-dire que on te dit qu'il y a 3 jours que tout va t'exploser, mais les persos, et tu l'as dit aussi là il y a quelques minutes, se téléportent d'un endroit à un autre. On sait même plus vraiment où ils sont. Et c'est dommage parce que Mission Impossible, c'est quand même, surtout dans les derniers, dans ceux de Macquarie, qui mettaient en scène les villes qui traversaient, quoi. Ouais. À Paris, dans Fallout, c'était super. Ah, mais c'était incroyable. Et même la scène de, par exemple, juste de l'opéra dans Nation. Enfin, là, ils sont à Londres au début. Franchement, s'il y avait pas la scène de 10 secondes où Ethan il court sur le pont et où je reconnais la ville de comme Londres, Big Ben, quoi. mais j'aurais jamais su qu'on était à Londres, quoi. Tellement ils s'attardent pas là-dessus, quoi. Ouais. Non, mais ça, je suis d'accord. Et les personnages se retrouvent en Antarctique, au truc et tout. Enfin, ça se déplace comme ça en un clin d'œil, quoi. Comme s'ils avaient pas le temps. C'est un truc de fou. Ça, ils ont pas le temps, mais ça dure 2h50 par contre. Mais c'est ça, parce qu'en fait, les 2h50, ils les utilisent pour parler dans des bureaux, quoi. Donc bon, c'est pas la meilleure, quoi. Et on va pas se mentir, c'est pas le deuxième méchant qui va sauver le truc, quoi. Le méchant Gabriel, c'est compliqué aussi, quoi. Oui, mais lui déjà j'étais pas super convaincu par lui dans le film précédent non plus. Donc oui, ça m'a pareil. pas étonné. J'avoue que ouais, l'acteur est pas super. Je sais pas si c'est son écriture ou quoi, peut-être aussi. Bah après là, c'est dur de juger sa carrière d'acteur sur ce personnage-là qui est quand même difficile ouais, à défendre. Voilà, quand même, c'est ça aussi. Tu vois, parce que là, je pense que c'est l'un des pires méchants de la, enfin, ça le solidifie comme l'un des pires méchants de la saga, hein, je pense. Après, comme tu l'as dit dans le précédent, déjà c'était compliqué parce que il y avait tous ces flashbacks en fait du passé d'Ethan Hunt, qui est un passé qui est avant celui de Mission Impossible 1. On te rajoute des flashbacks en te disant il y a une femme que Ethan Hunt il a aimée, que lui il a tué. Oh là là, c'était des flashbacks nuls et tout. Enfin, ça a alourdissait le truc. Ouais, c'était pas bien. Sauf que là, ils se sont rendus compte que c'était de la merde, mais j'ai l'impression que c'est devenu un fardeau aussi maintenant pour le scénario, en fait, ce personnage-là. C'est-à-dire que, en fait, il a changé complètement de but. Tu vois, avant, c'était vraiment le sous-fifre de l'IA. Ouais, c'est ça. Et bah maintenant, plus du tout. En fait, il est plus du tout parce que je pense vis-à-vis de la réception du premier, ils ont complètement changé son objectif. Et maintenant, en fait, enfin, j'ai l'impression que c'est un boulet pour le scénario. Il est vidé de toute substance. En fait, ce personnage-là, on dirait vraiment que c'est une corvée, quoi. Ouais, j'ai eu l'impression là un peu aussi qu'il est là un peu au forceps, quoi. En plus, il enlève de l'IA, donc il y avait au moins le lien qui faisait que c'était, voilà, on comprenait pourquoi il était là, mais là, on comprend pas trop qu'est-ce qu'il fout dans l'histoire au final. Bah c'est ça, en fait, il alourdit juste le récit, quoi. Ouais, pendant 2 tiers du film, on le voit même pas. Hein. Ouais, mais parce qu'en fait, ils s'en foutent complètement. Je crois qu'il est là parce qu'en fait, bah il était là dans le précédent, donc ils sont obligés de l'avoir là ici, mais t'as l'impression que c'est compliqué, quoi, de l'avoir là, quoi. Et comme tu l'as dit, c'est rentré au forceps. Et il y a une autre chose qui est rentrée au forceps, par exemple, c'est le fanservice. Je n'ai jamais vu un Mission Impossible avec un fanservice. Et tu l'as dit, le montage au début, mais de la scène d'intro, j'ai cru rêver, quoi. C'est-à-dire, c'est Ethan, et c'est vraiment l'image de ce début de film, c'est Ethan qui est face à un ordinateur, qui lui montre des flashbacks qui lui expliquent le précédent film. Mais tout le précédent film, hein, tu sais, vous avez fait ça. Ah, il lui montre des flashbacks, moi je pensais que c'était dans sa tête, moi. Ben, je crois que c'est l'ordinateur qui lui montre des images et lui explique ce qui s'est passé. Ben si, je crois que c'est avec Angela Bassett, etc. Si, c'est un message d'Angela Bassett, mais moi je pensais que c'était dans... Tu sais que c'était à montrer pour nous, pas pour lui, quoi, tu vois. Ben non, puisqu'après, il y a même il y a le VHS, c'est vrai. Il y a la VHS qui s'explose, ce message va se désintégrer en 5 secondes et tout. Non, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc on te tape des flashbacks, de récapitulatives avec des montages horribles parce que ils ont cette volonté, en fait, du film de faire un best-of de la saga. Sauf que... Oui, mais de faire le final, le grand final de la saga, c'est tout ça. Sauf que ce film ça se voit que ça a jamais été donc pensé. ils veulent tout relier tous les épisodes. Ouais. C'est ça. Sauf que ça a jamais été pensé comme ça. On le sait. C'est rafistolé, quoi. Ils te montrent des callbacks forcés, en fait, aux autres pour faire des clins d'œil, mais des clins d'œil dont on se fout royalement. C'est-à-dire que t'as le flic qui le poursuivait dans l'épisode d'avant. On te révèle qu'en fait, c'est le fils du traître dans Mission Impossible 1. Et les gens, ils se disent, ah putain, les gens, ils vont kiffer ça. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout complètement. C'est pas comme si, en fait, je crois qu'ils ont fait l'erreur de croire que la mythologie de la saga était intéressante. En fait, on s'en fout de la mythologie de la saga, quoi. Je crois que c'est peut-être ça le problème. Ils pensent que, en fait, on vient les films pour l'histoire, alors qu'on vient juste pour les scènes d'action, quoi. C'est ça. Le mec, il y a un mec, je sais que je crois que tu l'as plutôt aimé, il y a le mec du 1 qui revient. Il y a un personnage tertiaire du 1 qui revient. Il a une bonne gueule, quoi. Oui, mais en fait, il est là, déjà pour
glorifier Tom Cruise, mais on en reparlera juste après. Cet aspect-là. Mais ils font revenir un personnage tertiaire du premier film, mais en pensant qu'on en aura quelque chose à foutre de ce mec-là qui était dans la salle, tu vois, en mode ah putain, c'était lui qui revient, tu vois. Et c'est assez fou parce que je suis en train de me dire, de tous les personnages qu'on n'a jamais revus de la saga, c'est-à-dire qu'il y a Paula Patton, Jeremy Renner et tout, plein de personnages qu'on n'a jamais revus, il te faut revenir ce perso-là. Tu te dis mais c'est pas possible quoi. C'est genre alors que celui qu'ils auraient dû faire revenir c'est Jeremy Renner, tu vois. Ouais, ou des gars comme ça, tu vois, tu te dis des mecs qui étaient intéressants qui ont disparu et tu me fais revenir un personnage tertiaire du premier film. Bah ouais, je m'en fous un peu quoi. D'ailleurs Jeremy Renner, il y avait pas enfin bref, laisse tomber. De quoi? Non, mais j'allais dire, il y avait pas de dire comme quoi Jeremy Renner devait reprendre la franchise à un moment. Oui, en tout cas c'était évoqué dans Ghost Protocol qui devait possiblement reprendre la franchise, sauf que Tom Cruise il a repris son star power et qui voilà, puis il devait reprendre la Jason Bourne aussi, hein. mais ça c'est pas trop frais quoi. Et puis voilà quoi, Tom Cruise il a repris le leadership quoi, tout complètement. Mais sur le côté rafistolage, d'essayer de nous faire croire que toute la saga, enfin tout a mené à ce moment-là. Il le dit en interview d'ailleurs, Tom Cruise à Cannes, il dit tout a mené à cet épisode-là. Il te fait non, arrête là. Et le pire truc pour moi qu'ils ont fait, c'est la patte de lapin. Alors la patte de lapin, c'est le MacGuffin du Mission Impossible 3 et une des rares bonnes idées de Mission Impossible 3, c'est cette patte de lapin de te dire c'est un objet qui peut potentiellement tuer la planète entière, mais on ne saura jamais ce que c'est. C'est vraiment traité comme un MacGuffin. Et il te donne la révélation de ce que c'est dans ce film-là pour accrocher les wagons et tu te dis arrêtez de mentir, vous n'avez jamais pensé la saga pour que ce soit ça. C'est vraiment fait au forceps, ça m'a vraiment énervé quoi, ces trucs-là quoi. Alors ça, moi, je suis pas d'accord. Juste parce que tu dis vraiment, ça m'énerve comment il écrit. Donc, disons-moi ce que c'est, bah, moi, je suis content. Je suis d'accord que c'est chiant quand il écrit des sagas ou des trucs comme ça de dire, il écrit un truc et en fait, il sait pas du tout. Ça sera quoi la révélation et le final, je suis d'accord. C'est ça. Mais dans la saga Mission Impossible, le fait d'écrire un MacGuffin et de le traiter comme un MacGuffin dans lequel on s'en fout, et en plus, ça joue un côté mystère, et au fait qu'on n'aura jamais de révélation, je trouve que ça marche bien dans l'épisode 3. Et j'aime pas l'épisode 3, hein, je veux dire, c'est un des pires pour moi, c'est vraiment un des pires. Mais ce truc-là, je trouve que ça marchait plutôt bien, quoi. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ton point, pas de souci. Et j'y pensais aussi, parce que moi, j'ai pas vu la saga James Bond, mais il semble que c'était ce côté de rattacher tous les épisodes ensemble au forceps pour créer un côté émotionnel, mais en fait, ça crée un truc artificiel. C'est un peu ce qui s'est passé dans Spectre, il me semble. C'est ça, c'est exactement dans Spectre avec un perso assez historique de la saga, je crois, qui arrive là, je sais plus comment il s'appelle, mais qui était dans les vieux films quoi, et puis qui arrive et qu'en fait Spectre ce serait la secte qui aurait tout prévu depuis le premier quoi, depuis Casino Royale et ouais, c'était un peu n'importe quoi aussi. Oui, parce qu'en fait c'est James Bond comme Mission Impossible, ça a toujours été pensé film par film, tu vois, genre pour le film pour en tant que lui, même pas une saga à développer en mode le MCU, il y a les 7 pierres d'infinité et à la fin Thanos il est là quoi, ça va pas être... Même si à partir de Greg il y a quand même comment dire, il y a une les films continuité. se suivent quand même, il y a une continuité quand même entre les différents films. Parce que dans les James Bond d'avant, il y avait pas de continuité, tu vois. Mais je veux dire, il y a pas, les films ont pas été conçus pour un autre film, quoi. C'est ça que je veux dire, tu vois. Non. Mais il y a ça aussi dans le dernier, hein. Dans le dernier aussi, ils font des liens et tout. Le dernier James Bond. Je l'ai pas vu, mais ça a l'air d'être l'enfer à ce niveau-là, quoi. Promis, on va finir sur les scènes d'action, parce qu'on va finir quand même sur, le bon point du film. Mais avant, j'aimerais quand même revenir sur les personnages. Je trouve qu'il y a tellement trop de personnages dans le film. C'est-à-dire que il y a un nombre, et je crois qu'il y en a une vingtaine, hein. Franchement, je crois qu'il y a 20 personnages dans le film. Bah, c'est abusé, quoi. Du côté d'Angela Bassett, les personnages qui reviennent d'avant et tout. Enfin, je pense qu'il y a peut-être 20 personnages, quoi, dans le film, quoi. Je les ai pas comptés, hein. J'étais à la louche. Mais avant, revenons sur Tom Cruise. Parce que je l'appelle pas Ethan Hunt, hein, je l'appelle Tom Cruise. Est-ce que t'as aimé un peu l'arc du personnage dans celui-là? Est-ce que t'as aimé un peu comment il était mis en scène? Comment il était, quoi, dans le film? Le personnage en lui-même? Oui, bah oui. Comment il est traité? C'est Tom Cruise, quoi. Je sais même pas quoi dire. C'est comme dans tous les autres films, en fait. Enfin, pour moi, je sais pas. J'ai toujours trouvé que c'était un peu artificiel, moi, ce personnage-là. J'arrive pas à te le définir, en fait, Ethan Hunt. Ethan Hunt, c'est Tom Cruise et c'est tout, qui fait des cascades, quoi. Dans les premiers, il y avait quelque chose, tu vois, c'était vraiment un personnage. Et c'est vrai que c'est vraiment devenu Tom Cruise depuis le 3 ou 4, tu vois, un truc comme ça. Mais après, dans celui-là, c'est intéressant parce que je trouve qu'il poursuit un peu ce qu'il y avait eu dans les derniers. Et que j'aime bien, c'est que il y a un moment où, quand même, Tom Cruise, il était un peu intouchable, c'est-à-dire que voilà, t'avais l'impression qu'il pouvait battre n'importe qui et n'importe quoi. Et je trouve qu'à partir de Fallout, il se mettait un peu en difficulté, pour mieux les dépasser, hein, tu vois, ces trucs, mais tu vois, de le confronter à Henry Cavill, etc. Là, il morfle quand même plus que d'habitude, je trouve, dans celui-là. C'est-à-dire qu'il est moins parfait dans l'action, tu vois. Il y a par exemple, il poursuit
l'avion du méchant, et en fait il arrive pas à le rattraper, tu vois, à ce moment-là. Du coup il est obligé d'attendre le deuxième avion. Il y a plein de trucs, il se bat en slip dans le sous-marin, tu vois. Je veux dire, il y a quand même des scènes où tu te dis, il a quand même il morphe un peu plus, tu vois, il est moins... Il a des handicaps, quoi. Voilà, Ouais. tu vois, il a un côté un peu plus âgé quand même, qui est un peu plus assumé. Mais malheureusement, c'est un peu contrebalancé par tous les compagnons et tous les personnages du film, en fait, qui sont constamment en train de dire que c'est Dieu, quoi, en fait. Tom Cruise, tout simplement, Ah oui. c'est plus... Après, on va pas se mentir. Toute la saga, c'est un peu un ego trip peut-être pas le début, mais en tout cas, depuis un moment, c'est un ego trip de Tom Cruise pour faire des cascades, on va pas se mentir. Mais je crois que je l'ai jamais vu déifié à ce point par ses compagnons. C'est-à-dire que, mais vraiment, tous les persos lui disent à quel point il y a que lui qui peut sauver le monde, que lui est tout seul. Ouais, c'est ça. Il y a même le mec du 1 qui revient, hein, le perso tertiaire du 1 qui revient, il revient pour lui dire, non mais même le truc que t'as fait et qui m'a fait virer à cause de toi, en fait c'était cool quand même. Même Ouais. tes mauvaises actions, au final, ça me fait du bien, quoi, ça me mime bien, ça va faire rencontrer ma femme, quoi. Et c'est un truc de fou. Et Ouais, mais même là, ça me fait penser à la scène. Il y a une scène même quand Jabba Bassett, là, quand ils vont dans les bureaux, je sais pas si c'est la CIA. Bah, c'est Mission Impossible, quoi. Enfin, je crois. Où il te sort tous les trucs qu'il a fait. Ils te disent, ouais, dans là, il a fait ça. Dans le 3, il a fait ça. Dans le 4, il a fait ça. Dans le 6, il y a eu ça. Ils sont tous en mode, ah ouais, c'est lui. Il a fait tout ça. puis il y a c'est encore ce côté clin d'œil à la saga insupportable aussi là, vraiment. Ah oui. Mais le pire, c'est qu'à la fin, il devient littéralement un dieu. Et c'est dit, quoi, quand même, par le film. C'est-à-dire que, c'est extrêmement étrange. C'est-à-dire qu'ils te disent, il y a une entité. Les nations, ils doivent pas avoir l'entité parce que c'est quand même le pouvoir d'un dieu, quoi. L'entité, c'est vraiment le pouvoir de tout contrôler. En fait, il y a personne, et lui, en plus, au début, il est en mode, personne ne peut avoir ce pouvoir. Et à la fin, il lui confie quand même la clé en mode, t'es le seul homme sur Terre qui peut avoir et qui mérite d'avoir une puissance aussi forte entre les mains. C'est quand même toi, Ethan Hunt, quoi. C'est quand même fou. Et quand tu sais que le mec, il est quand même dans des bails de scientologie bizarres, et tu te dis, mec, quand même, t'as pris le melon, quoi. Et je blâme Steven Spielberg. Moi, je blâme Steven Spielberg pour avoir dit à Tom Cruise, tu as sauvé les cinémas. Maintenant, il a pris le melon comme pas possible depuis Top Gun Maverick. Il avait déjà un melon, mais là, ça l'a solidifié comme pas possible, quoi, vraiment. C'est abusé, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est complètement d'accord. Oui, à la fin, quand on lui donne la clé USB, ouais, il a le contrôle de tout. C'est bon, il a le contrôle des missiles nucléaires. Parce que, c'est ça, il a l'IA, il peut tout contrôler, ouais, c'est bon, quoi. ça contre la population et tout. Ça va pas ou quoi? Ils sont devenus fous. mais même cette mégalomanie, tu vois, ce truc-là, je trouve ça a de l'impact sur l'équipe même. C'est-à-dire que, ouais, on sent beaucoup moins la solidarité, en fait, dans l'équipe. Moi, c'est un gros problème de ce film-là. Je trouve que la team, elle n'existe pas, en fait. Ils essayent de lui faire un peu un arc narratif un peu parallèle à un moment, là, où ils sont, quand on dit dans l'article, là, mais, ouais, au final, ils sont pas développés du tout. Enfin, ces personnages-là, moi, j'aimais bien quand, tu sais, le personnage de Simon Pegg, comment il s'appelle, le père, je sais plus. Mais, tu sais, il est sur l'ordi, il lui dit dans l'oreillette, va à droite, va à gauche, il y a ça qui arrive, oui. machin et tout. Oui, ils étaient ensemble, quoi. Ouais, voilà, il y avait tout un truc de team. Et là, en fait, vraiment, ils isolent le personnage d'Ethan Hunt et la team, elle est de l'autre côté à faire autre chose, quoi. C'est ça. Il faut pas qu'il fasse chier Ethan Hunt dans ses conneries, quoi. C'est vraiment de son côté, quoi. Que les deux séquences d'action, d'ailleurs, hein, que ce soit la séquence de l'avion ou la séquence du sous-marin, en fait, il est tout seul, quoi. Il est plus du tout avec eux. Il fait ses cascades dans son coin, littéralement, et l'autre équipe, ils ont un truc à faire à côté, quoi. Il y a plus d'interactivité, c'est terrible, quoi. Et tu l'as dit, les personnages, j'ai un gros problème, quoi. Et moi, je reviens encore à celui d'avant, mais tuer Isla, je crois, s'appelait Isla, le personnage de Rebecca Ferguson, c'est une des pires erreurs qu'ils ont fait, quoi. C'était le meilleur personnage avec Tom Cruise, quoi. C'était vraiment son alter ego, quoi. Féminin, tu vois, même leur relation ensemble, elles étaient fusionnelles, mais pas forcément romantiques, mais tu vois, il y avait un truc c'était un peu son alter ego, ils l'ont tué. Et pour ce qu'on a à la place, putain, c'est peut-être pas mieux, quoi. Ouais, mais Ellie Atwell était bien dans le film d'avant. Ah ouais, mais c'est une grosse déception, Ellie Atwell, moi, je trouve, dans celui-là. Ouais. C'est une vraie déception. Parce qu'elle existe beaucoup moins, en fait, que dans celui d'avant. Et j'aimais beaucoup sa dynamique avec Tom Cruise, en fait, ce truc de chat-chien et tout ça, là, que j'aimais beaucoup. Ici, elle perd complètement d'intérêt parce qu'elle a plus rien à défendre. Et même, il y a des moments hyper gênants, je trouve, de pseudo-romance ambiguë avec Ethan Hunt. Ouais. Non, mais il y a quelqu'un qui disait c'est bizarre parce qu'en fait, il a plus embrassé de femme depuis, Ah oui, mais lui, il fait plus de romance, en fait, Tom Cruise. Ouais, c'est ça. Plus, quoi, depuis 10 ans, quoi. Et même Top Gun Maverick, où il y a une romance avec Jennifer Connelly, elle est tellement aseptisée, bizarre. Genre, ouais. on dirait que ça le fait chier, limite. Tu vois, donc il y a cette séquence de romance, quoi. T'as l'impression qu'il veut plus du tout ça, qu'il est vraiment asexué, quoi. Tu vois, maintenant, sexuel, quoi, Tom Cruise, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment la séquence de Ellie Atwell qui sauve Tom Cruise et ils se retrouvent dans des draps blancs où ils sont ensemble et tout.
Je trouve dans l'antichambre. Ouais. c'est ça où il y a une confinement là. c'est ça, il y a une genre de romance mais qui est pas du tout assumée, mais en fait c'est trop bizarre. Je trouve ça trop bizarre ce passage-là quoi. Oui, parce qu'ils s'embrassent même pas, je crois. Non, mais tu sais, ils sont hyper câlins dans le lit et tout, mais en Oui. même temps, ils sont pas en romance. C'est trop étrange comme je sais pas, comme scène. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ouais, je sais pas non plus. Ils ont peut-être voulu rester PG-13, c'est pour ça. Non, mais PG-13, là, on est au PG6, hein. Enfin, là, il y a plus rien, quoi. Et franchement, c'est pas les nouveaux persos qui vont sauver le truc, quoi. Il y a le flic, là. Le flic qui recrute au début, là. 2 gars, j'ai noté son nom, là. 2 gars, voilà. Je sais même pas quoi dire dessus tellement il a. Mais je crois qu'il est dans l'autre, d'avant parce qu'il est avec le flic. Il est avec le flic, mais je sais pas te dire une caractéristique de ce mec-là. Je sais rien de lui. C'est-à-dire qu'il rejoint l'équipe. Ah non. Il a rien du ouais. tout. Et je pense que c'est un des problèmes, c'est que aucun des personnages secondaires n'a un arc narratif. Contrairement à d'autres films où je pense, par exemple, à Protocole Fantôme, où tous les personnages, ils ont un arc narratif. Jérémy Renner, il regrette le fait que la femme de Tom Cruise soit morte, alors qu'elle est pas morte, mais lui, il le sait pas. Il y a Paula Patton qui veut se venger de Léa Seydoux qui a tué son partenaire. Tu vois, il y a que des trucs comme ça. Ici, les personnages, ils existent, comme tu l'as dit, pas du tout, quoi. Et enfin, si, ils sont là pour dire que Tom Cruise est tellement beau et tellement fort. Ça, ils sont là pour ça, quoi. Et en fait, c'est Léa Seydoux la plus développée et elle a pas de développement de fou non plus, quoi. Mais c'est celle qu'on la voit la plus, qui parle peut-être le plus. Avec Simon Pegg, je dirais, quand même, qu'on voit pas mal aussi. Ouais, mais Simon Pegg, c'est décevant aussi parce que son potentiel, enfin, je suis toujours extrêmement attaché à lui. J'aime bien voir Simon Pegg à l'écran. Je sais pas, j'aime bien le voir, ce mec-là. Mais son potentiel comique, il est pas du tout utilisé. En fait, il est sous-utilisé complètement, quoi. Alors qu'à chaque fois, il y avait des trucs hyper comiques dans les précédents, avec lui qui est pas du tout un mec de terrain, en fait, qui est un mec d'ordinateur et tout, geek, et qui se retrouve à faire des trucs, voilà. Et là, je trouve que c'est pas du tout utilisé, quoi. Non, mais je suis d'accord, là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a ce côté best-of, mais qui veut retourner un peu au premier, parce qu'il y a énormément de rappels du premier film, moi, je trouve, avec, t'as dit tout à l'heure, le fils du flic, le fils du méchant du 1, l'autre qui revient du 1. Il y a énormément de rappels au premier film, et le fait qu'ils isolent Tom Cruise, j'ai presque l'impression qu'il y a, que McQuarrie se dit, j'ai fait des films de team. Là, je vais faire un film plus solo sur la gloire de... Mais ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, Cruise, c'est ça qui marchait dans les derniers, et surtout que le premier, il a été construit comme ça. Le premier film n'est pas un film d'équipe, en fait. C'est un film où l'équipe, justement, qu'on nous présente dès le début, elle se casse, les personnages meurent, et en fait, il y a des traîtres. Et donc, en fait, c'est Tom Cruise contre tout le monde, sauf que là, on n'est pas du tout dans la même, dans le même élan, quoi. Depuis le 4, il y a une équipe. Depuis le 4, il y a une équipe, et c'est ça qui marche, quoi. Donc, là, je comprends pas du tout ce truc-là, quoi. C'est complètement... Ils ont rajouté Pomme Clémentive dans l'équipe, qui était dans celui d'avant, là, qui était une méchante. Et en fait, elle sert à rien, quoi. Enfin, mais ça aussi, c'est la déception, parce que moi, j'aimais bien son perso dans celui d'avant, parce que ce perso de méchant qui va devenir gentil, parce que Ethan, en fait, il a une morale, en fait, quoi, il tue pas des gens. D'ailleurs, faudra qu'on reparle d'une scène d'action, on en reparle après, avec Ellie Atwell au début, qui dure de baston, qui me pose énormément de problèmes aussi. Mais bref, Ethan, il a un peu une conscience, en fait. Il tue pas n'importe qui non plus, tu vois. Et c'est pour ça qu'il se rend compte que Pomme Clémentine n'est pas quelqu'un de méchant. Et c'est pour ça qu'après, elle le rejoint dans celui-là. Et ils en font rien. Il est terrible, son rôle. C'est-à-dire elle dit 3 phrases en français après que les personnages aient fait de l'exposition, avec un air blasé en murmurant qui va vivre, qui va mourir. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et en vrai, ça me fait beaucoup rire, hein. Mais quand j'ai regardé ce truc, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et la salle a un peu rigolé, d'ailleurs. Ma salle a un peu rigolé à ces moments où elle dit des trucs comme ça, mais elle sert plus à rien aussi, quoi. Ah oui, non, mais c'est triste parce moi, je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec son personnage, mais ils en font rien, quoi. Et, ouais, je vois la scène d'action dont tu parles, c'est celle où, et là, tu vois, genre, la caméra est sur son visage, c'est celle-là? C'est celle-là, exactement. C'est là dont tu parles? Oui. Parce qu'en vrai, elle est un peu drôle. Bah oui, mais c'est bizarre. En fait, je trouve que c'est extrêmement bizarre le ton de cette scène, parce que c'est une scène de baston, une des seules scènes de baston dans les premières heures et demie, en fait. C'est là où Ethan, il se tape avec, je sais pas qui, pour protéger Ellie Atwell. Et en fait, on est sur le visage d'Ellie Atwell qui est choqué de la violence que Tom Cruise fait à ses hommes. Et il y a un ton humoristique qu'on ne retrouvera plus dans le film. Genre, c'est vraiment cette séquence-là. Non. C'est trop bizarre. Et en même temps, je trouve ça bizarre qu'il y ait un ton humoristique et genre, de Tom Cruise qui a buter des gars avec des machettes et tout. Je me dis, mais cette séquence, elle est totalement hors propos, je trouve, dans le film. C'est trop bizarre. En fait, elle m'a fait rire parce que comment elle est filmée, quand même. Je trouve qu'elle est un peu drôle, quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle n'a aucun sens, avec le personnage, qui d'un coup bute les mecs avec une hache ou je sais pas quoi, parce que tu vois les corps après, genre il y a une hache dans le dos, le truc et tout. Tu te dis, mais Ethan Hunt, il a jamais fait ça. Enfin, il a jamais buté des gars de sang-froid, avec des machettes et tout. Enfin, tu te dis, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, cette séquence, quoi. Ouais, tu peux même pas dire, c'est parce qu'il est amoureux d'elle, donc il pète un câble et tout. Enfin, ouais, c'est bizarre.
Et avant peut-être, parce qu'on va finir sur un truc positif, on va finir sur les scènes d'action quand même, voilà, parce qu'on a quand même pas mal dit trucs négatifs. C'est vrai que le côté d'Angela Bassett, donc qui est la présidente là maintenant, et qui a le côté militaire, mais moi je trouve ça aussi d'un ridicule, c'est-à-dire qu'ils sont là à chaque fois pour faire des meetings, pour forcer la gravité de la situation, avec des tunnels de discussion dont on s'en fout, dont on se passerait bien en plus dans la deuxième partie du film, parce que moi je me suis dit, après la première partie, oh c'est bon, ils vont y aller, et on sera pas là, mais non, il y a encore un focus sur ça, sur les mecs dans les bureaux et tout, il y a je sais pas combien de personnages, il y a Holt McCallany qui est toujours là. À chaque fois on parle de lui, qu'un super acteur, mais qui est là avec son costume et qu'un militaire qui sert pas à grand chose. Il y a un truc que je ne comprends pas dans une montée en tension, c'est la fin du film. Il y a Nick Offerman, qui est un acteur qui est assez identifié, qui prend le flingue d'un soldat dans la salle de commande et on se dit il va potentiellement trahir Angela Bassett. Tu vois, à ce moment-là. Je sais pas si tu te souviens. Ah, moi, je me suis pas dit ça, je me suis dit, il va se suicider, moi. Ok. En tout cas, je me dis, ça va être travaillé, quoi. Parce que quand on va, et sauf que quand on le revoit, c'est jamais travaillé. Ce truc de Nick Offerman qui a un flingue et qui va potentiellement trahir ou va potentiellement se passer quelque chose. Bah si, parce qu'après, il l'utilise pour tuer, oui, mais en fait, ils ont jamais travaillé la tension de ce personnage qui a un flingue et qui va faire quelque chose, tu vois. En fait, c'est juste, il y a un autre personnage qui sort un flingue, il le tue et il meurt, mais d'une manière qui est vraiment hyper gênante aussi, où on voit même pas la balle. Enfin, j'ai même pas compris qu'il s'était pris une balle, moi. Il meurt, ce personnage, c'est trop bizarre. Il tombe sur. Oui, moi aussi, ouais, c'était bizarre. Ouais, ça, j'avoue que c'était bizarre, ça. Enfin bref, je trouve que c'est un film extrêmement foutraque, quoi, là, le film, quoi. Mais bon, est-ce qu'on finirait pas sur les scènes d'action quand même pour faire dire du bien de ces missions possibles? Ouais, bah moi je disais, il y a une séquence que je trouve incroyable, c'est la séquence du sous-marin qui doit durer bien 20... Bah tu parlais du Burj Khalifa qui dure 20-30 minutes, ça doit être un truc à peu près similaire, je crois. C'est très long, et moi ce que j'adore dans la scène, c'est aussi l'ambiance, en fait, où il n'y a pas de musique, où c'est que des bruits des bruitages des effets sonores, quoi, de la ferraille qui bouge et tout, parce que c'est le sous-marin qui tourne et tout. Et je trouve que ça fait un truc presque horreur qu'on n'a jamais vu dans la saga, quoi. Et j'ai trouvé ça assez fou. Je suis d'accord. Je trouve que cette scène d'action, c'est la plus réussie. Le concept du sous-marin, en fait, est hyper intéressant. Et c'est vrai que, en fait, je suis un peu thalassophobe. Tu vois, un peu, quand même. Et les plans du sous-marin géant sous l'eau, alors qu'on voit pas grand chose et tout, moi ça me met déjà dans une ambiance hyper claustrophobique, un peu bizarre, je me sens vraiment pas bien. Et le sous-marin qui tourne et Tom Cruise, qui doit gérer ce truc qui est un peu, je sais pas comment dire, mais en tout cas, je trouve que techniquement la séquence elle est vraiment incroyable, quoi. Et comme tu l'as dit, d'une sobriété qu'il y avait plus dans la saga. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de scènes d'action extrêmement bruyantes et tout, et là on a 20 minutes sans dialogue, Dieu merci, parce que c'est un film tellement verbeux que quand ce moment-là arrive, c'est vraiment une pause, quoi. Et je crois qu'il y a un peu de musique, par contre. Je me souviens plus, mais je crois qu'il y a un peu de musique. Mais en tout cas, là, il y en a un moment un peu flippante et tout, mais pendant un bon moment, il y a pas de musique, hein. Enfin, il y a que des sons d'ambiance, quoi. Ah, mais toute la séquence de 20 minutes, parce que c'est là aussi, voilà, des grosses séquences de 20 minutes bien posées et tout qui marchent bien. C'est ça qui marche dans la saga. C'est juste l'eau qui monte et Tom Cruise qui doit se démerder avec qui sait pas s'il va s'en sortir et tout. Je trouve qu'on revient à une sobriété dans la scène d'action que j'aime beaucoup, en fait, ce moment-là. Et en salle, le son et tout, enfin, j'ai vraiment pris une vraie claque à ce moment-là. Enfin, t'as limite envie de pardonner les 1h30 d'avant, quoi. Mais bon, enfin, vraiment, la séquence juste isolée, elle est vraiment incroyable. C'est une des meilleures séquences d'action qu'on a eu dans la saga, pour moi. Ouais, moi, je trouve aussi que c'est une des meilleures, clairement. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, mais les deux séquences d'action se répondent, hein, parce que l'une est dans les abysses, totalement au fond de l'océan, et l'autre et dans le ciel, dans les airs. C'est ça. Et donc, ils ont vraiment construit, je pense, le film comme ça, quoi. Même si malheureusement, on regrettera qu'il y a plus de nouveautés dans les concepts. C'est-à-dire que les deux avions, ça rappelle Mission Impossible Fallout, et sous l'eau, ils l'ont déjà fait dans le 5. Mais la scène dans le 5 de Rogue Nation, elle est beaucoup moins aboutie, je trouve, que cette séquence-là, qui a un concept qui est vraiment bien fait, quoi. Parce que là, j'ai vraiment l'impression de retrouver, d'ailleurs, mon Mission Impossible, quoi, le spectaculaire, le efficace, le découpage qui met vraiment en valeur les cascades, les chorégraphies, enfin voilà, là, j'ai vraiment retrouvé Mission Impossible à ce moment-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est vraiment celle du sous-marin. Celle de l'avion, peut-être un peu moins, parce que, ouais, je me suis dit, c'est Mission Impossible, on a déjà vu ça 100 fois. Bon, peut-être pas 500 fois, mais on l'a déjà vu. Non, mais on l'a déjà vu, quoi. Oui. On l'a déjà vu, voilà, parce qu'il y avait déjà des trucs avec un avion, là, où il y avait toute une promo autour, je sais plus c'était lequel, mais c'est peut-être Rogue Nation. Rogue Nation, il y a le début, le début de Rogue Nation. Ouais, le début où il s'accroche à l'avion, là. C'est ça, c'est le début du truc qui est fou, hein, qui est génial. Mais moi, ça m'a surtout rappelé les deux hélicoptères à la fin de Fallout, où en fait, il y a deux hélicoptères qui se coursent et Tom Cruise qui va devoir sauter d'un hélicoptère à l'autre, enfin voilà, quoi. J'avais l'impression d'avoir un peu déjà vu le truc.
Mais bon, c'était quand même assez impressionnant. Et après, moi, je me suis juste dit, ouais, il aurait déjà dû mourir 100 fois. Ah bah ça c'est toute la saga. Combien de fois il tourne l'avion, je suis en mode, non mais à quel moment il a pas décroché, quoi. Mais bon, il a une sacrée force, le mec, mais ouais. Bah moi en fait ce qui marche dans cette scène d'avion c'est qu'en fait on y croit vraiment, quoi. C'est-à-dire que quand je vois la tête de Tom Cruise accrochée avec le vent qui lui souffle dans la gueule comme pas possible, je me dis ok, il l'a vraiment fait, quoi. Enfin même si bon, il aime bien dire qu'il a tout fait, qu'il a pas de cascadeur, non, il a pas tout fait, et qu'il y a pas d'effets spéciaux, il y en a, mais il a quand même été sur l'avion, tu vois. Je le sens, tu vois, quand je le vois. C'est ça qui est impressionnant, quoi. Parce qu'il y a quelques fonds verts, je pense que l'autre acteur, il a pas du tout fait les scènes d'action dans un avion, je pense l'autre acteur. Mais c'est pas grave, tu vois, ils ont réussi à bien découper la scène pour que j'y crois vraiment, quoi. Et vraiment quand je le vois faire le tour de l'avion dans toutes les positions possibles et inimaginables, enfin j'avoue que sur le coup t'as un peu le souffle coupé, tu dis ah ouais, tu dis comme c'est un truc de fou, quoi. Mais est-ce que toi t'as aimé ce qui se passe de l'autre côté avec Simon Pegg, Elliot Atwell et le gars du premier avec des gars là qui est en train de changer la bombe là? Ce que j'ai aimé, bon, il y avait un peu de tension, quoi. Mais bon, comme les persos on s'en fout un peu, bah les trois autour de la bombe. Oui déjà. Ouais. En vrai, s'il meurt, j'en ai rien à foutre, quoi, hein, je t'avoue. Après, sur le côté, peut-être, Elliot Atwell avec la clé, où ils se disent, ouais, c'est une pickpocket, le truc, un clin d'œil et tout, ouais. Moi, je trouve que ça marche. Ça, je trouve que ça marche. Je trouve qu'au moins, ils ont un peu tenté quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a Simon Pegg qui se prend une balle et tu sais, il y a ce truc de, ok, ils doivent réagir parce qu'il est en train de s'évanouir, en fait. Donc, du coup, ils sont obligés de le réveiller à chaque fois. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Après, en termes de tension et à couper le soupe, ça rivalise tellement pas à ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire de Tom Cruise qui est dans les airs, c'est sûr que c'est moins bien, mais je trouve que ça va. Ça m'a un peu raccroché à ce moment-là. Je trouve que c'est pas déconnant, quoi. Même Pomme Clémentieff qui est une machine à tuer, qui doit sauver quelqu'un au lieu de tuer quelqu'un, je me dis ah, ok, il y a quelques trucs qui marchent un peu, quoi. C'est pas horrible, quoi, pour le coup. Mais voilà, du coup, ce que je retiendrai de ce Mission Impossible, c'est deux séquences d'action plutôt pas mal, dont une qui est vraiment la scène d'action de cet opus. Tu vois, quand on parlera de cet opus, on dira c'est la séquence du sous-marin, tu vois. Je pense, tu vois. Oui, c'est vraiment je ça, pense. quoi. Ouais, je pense aussi. Comme Protocole Fantôme, c'est le Burj Khalifa, tu vois. Il y a toujours ça aussi. Qui sont d'ailleurs souvent au milieu du film, d'ailleurs, les séquences les plus impressionnantes, j'ai l'impression. Mais... Ouais, c'est possible. Fallout, quand même, les deux hélicoptères, c'est à la fin. Hein. Ouais, mais Fallout, moi, ce que je me souviens, c'est surtout le début, tu vois, avec le saut en parachute. C'est vrai qu'il y a le saut en parachute. Mais Fallout, il y en a plein aussi. Henry Cavill qui recherche ses points et tout. Ah oui, dans la scène de baston, c'est la meilleure scène de baston dans les toilettes, c'est incroyable. Mais dans Fallout, il y en a plein aussi, il est très généreux aussi, Fallout. Rogue Nation, pendant 2 tiers aussi, il est très généreux, l'opéra, la course-poursuite en moto et tout, il y a pas mal de trucs, mais ouais, là, celui-là, les sous-marins, je vais bien le retenir, quoi. Par contre, on n'a pas parlé de l'équipage du sous-marin, parce qu'il y a Travis Trimet de Sévrance. Mais c'est ça que je te dis, qu'il y a un nombre de personnages dans ce film qui est assez fou, hein. Je te dis, hein, c'est un truc de malade, hein. Mais c'est vrai que, moi, je le connais pas, en fait, lui, parce que j'ai pas vu Sévrance, mais tout le monde a dit. Il y a Cathy O'Brien aussi. Oui, il y a Cathy O'Brien, je savais pas du tout qu'elle était dans le film, je m'avais complètement zappé, et limite, c'est les persos qui marchent le mieux, en fait, je trouve. Ouais. Dans le sens où ils sont très peu là, et je trouve que ce qu'ils font de leur temps est plutôt pas mal, en fait, tu vois, et j'y crois assez rapidement, et je trouve plutôt sympathique, donc en fait, ça va, tu vois. Je trouve que ça marche plutôt bien, ces persos, quoi. Parce qu'ils vont à l'essentiel, en fait. C'est ça aussi, ouais, c'est qu'ils vont à l'essentiel, ces personnages-là. Le mec qui est un peu barré, là, le commandant, le Travis, comment il s'appelle? Travis Trimet, c'est l'acteur, c'est le nom de l'acteur. C'est ça, voilà. Mais lui, en fait, qui est un commandant un peu barré, qui veut provoquer le camp d'en face, je trouve que ça marche plutôt bien, en fait, sur le coup, et c'est marrant, et en même temps, c'est assez direct, comme Cathy O'Brien, qui lui explique comment ça marche, et ça va directement au truc, quoi. C'est ça que ça aurait dû être tous les persos secondaires, au lieu de mecs verbeux qui sont insupportables. Parce que, par contre, il y a une meuf de la marine, là, aussi, qui a aussi que des dialogues, c'est une actrice aussi de Ted Lasso, je crois. Tu sais, elle sort un truc il y a une date, là, le 19 mai, je sais pas quoi. J'ai même pas tout compris. J'ai pas compris ce truc-là non plus. Je te le dis. Tu sais quoi, j'ai arrêté de comprendre, j'ai dit là, vous forcez des trucs, je m'en fous complètement, quoi. 19 mai 96 ou je sais pas quoi, là. Ouais. Pourquoi? D'accord. Peut-être ça a une ref au premier, il faut regarder le premier, mais je l'avais pas. Je me souviens pas du tout. Enfin, de toute façon, c'est tellement dans un gloubi-boulga qu'on s'en fout, quoi. Mais voilà, peut-être parlons de l'avenir de la saga, parce qu'en fait, le film se termine avec la petite musique et tous les persos qui partent chacun de leur coin avec Ethan Hunt qui a une IA ultra forte avec lui. Mais est-ce que c'est la fin? Moi, je suis pas suriste. Moi, je pense pas. Bah, en fait, ça dépend aussi peut-être de si le film marche pas tellement, je sais pas, tu vois, aussi, Tom Cruise y vieillit, je sais pas s'il va revenir, mais je trouve qu'ils ont laissé la porte ouverte clairement, quoi.
Oui, voilà. Après, ce sera peut-être plus avec les mêmes personnages, mais peut-être Ethan Hunt. Après, il peut faire un truc à la Creed, mais version Mission Impossible. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'Ethan Hunt, ça aurait dû être un mentor il y a longtemps, en fait. Enfin, il y a un moment, quoi. Ouais. C'est que là, ça fait, 2-3 opus que, en fait, tout est concentré toujours sur lui. Au bout d'un moment, t'as envie de dire, mais en fait, t'es censé être un mentor, quoi, pour les autres, pour passer la saga à quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà, quoi. C'est Tom Cruise, il le fera pas, quoi. Il y avait une rumeur sur Glenn Powell il y a quelques mois, là, qui était tombée. Ça aurait pu être bien, mais bon. Après, en fait, le truc, c'est que je me dis, si la saga continue, est-ce que j'ai envie de revoir Christopher McQuarrie et Tom Cruise dans la même situation? C'est pas possible. Enfin, Christopher McQuarrie, je l'aime bien, en fait. J'ai bien aimé. Moi, c'est les 3 d'avant. On a fait 4, c'est bon, quoi. Mais c'est bon, quoi. J'ai plus envie de voir la même chose. J'ai envie de nouveautés. J'ai envie d'un vrai truc et j'ai envie que ça a besoin d'un nouveau souffle. Quand Brad Bird, il arrive, il amène un nouveau souffle intéressant. Ou alors que ça s'arrête vraiment. Après, si ça s'arrête là, je serais déçu que ça se finisse sur celui-là, mais bon, on a fait 8 épisodes. C'est bon, quoi. Je pense qu'on peut s'arrêter. C'est bon, la saga, tu vois, elle a peut-être pas besoin de plus. Mais en tout cas, si la saga revient, je veux plus que ce soit Christopher McQuarrie. Moi, je peux plus. Ah oui, ouais, je suis d'accord avec toi, mais ouais, moi aussi. Enfin, c'est bon, 4 films, ça suffit. Puis de toute façon, ils vont en faire d'autres avec Tom Cruise. Ce sera pas Mission Impossible, mais ça. Ils ont soi-disant 3-4 projets en production, donc avec Christopher McQuarrie, donc dont un dans l'espace où il va vraiment aller dans l'espace et tout. Donc voilà, il y aura plein de trucs, quoi. Ouais, mais pour moi, le moyen de relancer la franchise, ce serait vraiment Ethan Hunt mentor avec un élève ou quoi, enfin avec un truc à la Creed, quoi. Ouais, vraiment, moi je vois ça, que si tu veux relancer la franchise. Bon, voilà, c'est notre avis sur Mission Impossible de Final Reckoning, et j'avais entendu dans un autre podcast quelque chose d'assez intéressant, parce qu'en fait ils avaient fait un comparatif avec un autre Mission Impossible, enfin un autre film d'action qui se termine un peu, c'est John Wick 4, qui disait que c'était un peu le best-of de la fin de saga, et que c'était un meilleur best-of fin de saga que Mission Impossible Final Reckoning, et je crois que je suis un peu d'accord avec ça, dans le sens où John Wick 4, il dure 2h40 aussi, il dure énormément longtemps, mais en fait, c'est que de l'action, quoi. Ça oublie pas pourquoi les gens ont aimé la saga John Wick, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue verbeux et tout, ça se concentre de faire de la narration par l'action comme la saga l'a toujours fait. Et je pense que John Wick 4 a mieux compris comment finir sa saga que Mission Impossible, tu vois. Déjà là, moi où je trouve qu'il y a un truc bizarre, c'est que si on prend tous les derniers finales des grosses sagas, genre on va prendre Endgame. Endgame, Iron Man, il meurt. Je vais spoiler, hein. James Bond, le dernier James Bond, il meurt à la fin. John Wick, il meurt à la fin. Tous les trucs, enfin, j'en avais un autre en tête, je sais plus. Ouais, mais t'inquiète, on voit bien, mais sauf lui. À chaque fois, il meurt à la fin. Là, ils le font pas mourir. Mais parce que je pense qu'ils veulent pas que ce soit la fin. Enfin, je pense que Tom Cruise, il est en mode, ouais, c'est la fin, oui, mais pas trop, tu vois. Si ça marche, il y aura une suite, quoi. Et d'ailleurs, après, je dis ça, mais les autres sagas tombent aussi dans ça, même si le dernier film dans lequel ils sont, c'est une volonté de finir. Avengers Endgame, c'est la fin. Tony Stark meurt. Oui. Ah, pas vraiment. John Wick va y avoir un nouveau. C'est aussi, ça. Hein, John Wick 4, il meurt. Ah, peut-être pas. Tu vois, ils gardent, parce qu'on est dans cette logique. Mais au moins, Avengers Endgame et John Wick 4, ça marche en tant que conclusion. Ils sont en mode, ok, c'est fini, tu vois. Genre, après, tu peux y avoir des suites ou quoi. Mais il y a une volonté. Oui, mais toi, tu peux t'arrêter là. Tu peux dire, c'est ça. voilà, c'est ça. Il y a une volonté dans le film en lui-même de finir là, quoi. Ouais, là, j'ai l'impression que c'est un peu improvisé, le final, en fait. Il y a un côté comme ça, je trouve, ouais. Ista, je te propose, tiens, d'un petit truc sympa avant de finir. Est-ce qu'on se ferait pas un classement de la saga, tu vois, histoire de finir comme ça en beauté? Vas-y. Alors, je démarre du meilleur ou du moins bon? Je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être démarrer du meilleur, tiens. Voilà, comme ça. Ouais, ok. Le meilleur pour moi, c'est Protocole Fantôme. Voilà, c'est celui qui m'a fait tomber amoureux avec la saga Mission Impossible, littéralement. Et je trouve que c'est le mieux géré, le mieux rythmé. Oui, le méchant, il est pas trop bien, gna gna gna. Mais en tout cas, les meilleures séquences d'action, pour moi, c'est celui-là, quoi, avec le vrai esprit d'équipe. Après, je dirais Fallout, qui est imparfait, mais je trouve qu'il y a des séquences d'action aussi complètement folles, qui m'a pas mal retourné au ciné. Après, je dirais Mission Impossible 1, parce que quand je l'ai revu, il y a 2 ans, pour voir le dernier Mission Impossible Dead Reckoning, j'avais vraiment repris une claque, quoi, par la mise en scène de Palma. Après, je dirais Rogue Nation de McQuarrie. Après, je dirais Dead Reckoning de McQuarrie. Après, je dirais Mission Impossible 3 parce que je l'aime pas et c'est pas le meilleur de la saga. Après, je dirais Final Reckoning et après je dirais Mission Impossible 2 Empire quand même. Voilà, mais Final Reckoning c'est quand même assez proche pour moi. Et toi, Ista? Alors moi je partage les 2 premiers comme toi. Le premier pour Ghost Protocol, ouais. Clairement mon préféré. Après je mets Fallout aussi en deuxième parce que moi Henry Cavill qui recherche ses points, je sais pas, c'est une image qui m'a marqué vraiment. En troisième, je pense que je mettrais Rogue Nation en fait. Parce qu'en fait je crois que j'aime beaucoup la trilogie là, les 3 là qui se suivent, c'est peut-être mon moment préféré de la saga. Ensuite je mettrais Dead Reckoning partie 1.
Enfin, Ouais. Death Reckoning, quoi. Death Reckoning maintenant, tout court. Ensuite, tu vas rigoler, mais je vais mettre Mission Impossible 2. Non. Attends, tu mets Mission Impossible 2 devant le premier? Oui. Ah ouais, putain, c'est ballsy, ça. Mais ok. Et devant le 3 et devant Final Reckoning. Oui, mais parce que j'ai un bon souvenir, j'avais vu au cinéma, il y avait du Limp Bizkit, il y avait du Metallica, c'est mon univers, donc. Ouais, je peux comprendre. Ensuite, je pense que je mets Final Reckoning. Ensuite, je mets le 1 et ensuite je mets le 3 en dernier. Putain. Après le 1, je m'en souviens plus très bien, je t'avoue. Ok, parce que j'allais dire, franchement, Mission Impossible 1, là, quand même, mais je le trouve Ouais, il sous-coté vaut peut-être maintenant. pas ça, mais bon. Je l'ai pas revu. Chacun son top, écoute, et comme on a vu, la saga, tout le monde n'est pas d'accord avec le type, le nombre de lequel film est le meilleur, tu vois. Bon, bah voilà, on a fini Mission Impossible de Final Reckoning, on a fait notre grosse critique dessus, et voilà, on a fini même la saga potentiellement, alors que ça se trouve dans 3 ans, il y en a un qui va être annoncé, on verra. Mais en tout cas, on espère que vous avez aimé cet épisode, on espère que voilà, vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme sur laquelle vous nous écoutez, on est disponible un petit peu partout sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, voilà, on est disponible un petit peu partout. À nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, donc sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube, voilà, on est partout. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Lilo et Stitch, donc changement d'ambiance total pour le coup. Et on se dit à bientôt, Ista. Bientôt. Allez, ciao.